Je vais prendre des questions. Bon, je vais d'abord donner un peu des mots à mes collègues s'ils veulent. Bon, on a les réponses. Vous pouvez répondre. Donc, Sophie, il y a Maxime. Maxime. Il y a Stratos. Stratos. Gabriela. Mariela. Gabriela. Marcel. Et Marcel. Donc, je donne la parole à Sophie. Moi, j'ai une question par rapport aux réseaux sociaux, au développement de nouveaux outils, à la politique sur les réseaux sociaux et à l'informatique en général. Je vois un intérêt, notamment pour le cercle Belgique. Votre cercle Belgique a un intérêt démentiel, c'est que toute cette notamment la jeunesse immigrée dans les pays, dans nos pays, peut participer à l'actualité politique de Podemos. Ça, je trouve que c'est une révolution. Je vois aussi un inconvénient, pour être honnête, je parle un peu espagnol. J'ai été sur Avril, Reddit, j'ai regardé les vidéos d'explication de l'utilisation de ces logiciels. Honnêtement, j'arrive pas encore à maîtriser quoi. Je me suis dit, si moi j'arrive pas à maîtriser, mais alors ma mère, qu'est-ce que ça peut être? Donc moi j'ai une question un peu profonde, mais finalement, est-ce que vous ne coupez pas à terme d'une certaine partie de la population, notamment plus ancienne, encore une fois, moi-même j'ai un peu du mal à comprendre, ou est-ce qu'il y a des initiatives qui vont être prises par rapport à cela? Je ne vais pas me caricaturer dans le débat comme on l'a en France en disant oui, les réseaux sociaux, c'est que les jeunes. Bien sûr, c'est pas que les jeunes, mais il y a quand même une fermeture de fait. Voilà ma question. Maxime. Oui. Moi aussi, on peut prendre trois questions. Moi aussi, j'ai une question qui porterait davantage sur votre assemblée, qui s'est déroulée le week-end dernier. Donc, si j'ai bien suivi du coup la liste majoritaire, près de 80% qui est devenue la liste majoritaire, implique quand même un fonctionnement interne de Podemos qui se rapproche finalement des autres partis, des partis politiques un peu plus classiques. Or, il y avait aussi une liste minoritaire qui a recueilli que 12 ou 13% des suffrages et qui cherchait vraiment à insuffler dans la structuration interne du parti, la logique des mouvements, avec le contrôle citoyen, etc. Donc, du coup, le camarade Martine parlait de casser l'écart entre le monde des politiques et le monde des gens. Est-ce que finalement, en choisissant une telle ligne, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en train de creuser l'écart? Je peux intervenir sur le même point parce que moi, c'est ma question était la même chose. Et c'était justement parce que moi je regarde ce qui est sorti à la presse de comment s'organise Podemos, et finalement c'est la partie d'ailleurs je me rappelle beaucoup à la structure des partis communistes avec ces comités centrales qui étaient un peu ce qui était l'Assemblée qui s'était dit. Non, je dis que vous avez les mêmes organes. Il y a des organes territoriaux, il y a des organes sectoriels. Maintenant, tous les partis utilisent aussi la participation. On fait beaucoup, c'est beaucoup plus rapide d'échanger l'information, de donner des avis. Il y a beaucoup de partis qui ont établi les primaires. Pedro Sánchez qui a été choisi par primaire, qui n'a pas eu 80% de voix, mais sinon c'est top. C'est-à-dire que comment vous allez garantir que vous n'allez pas devenir un parti traditionnel? Je pense qu'on peut prendre ces trois questions et les répondre. Je dirais que mes camarades, est-ce que vous avez une question que vous voulez qu'on réponde? Et voilà, moi je peux commencer. Vas-y. Donc, la première question c'était sur les outils. Comment est-ce que, parce que bon, c'est normal quand on a commencé avec moi particulièrement quand j'ai commencé à m'intégrer dans Podemos et j'ai vu tout cet univers de outils, c'était un peu difficile, c'est vrai. Mais une fois que tu rentres dans
dans l'application, tu vois que c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Et par exemple, ce week-end, on va faire un atelier pour montrer les gens comment utiliser les outils de participation. Et ça sera une formation qu'on appelle samedi. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne la dynamique à travers un tour. Et la deuxième chose que tu avais dit, c'était que ce système, c'était un peu, ça excluait un peu la génération qui n'est pas mise sur Internet, qui n'est pas née sur Internet, on va dire. Et on a aussi pensé à ça dans les cercles de Belgique. On a un groupe qui essaye d'aller au cercle des Espagnols qui sont reconnus, qui sont basés en Belgique, pour essayer de promouvoir un peu et intégrer et leur montrer un peu qu'est-ce que c'est Podemos et comment ils peuvent participer. Donc ça, c'est les deux choses que vous essayez de faire pour intégrer tout le monde. Je dirais aussi que c'est pas seulement les outils, lui, il a raison de donner face à les outils informatiques. Ça, c'est un peu la deuxième étape de Podemos. L'initiale, c'était l'espace de rue, notamment parce qu'il y avait une émergence sociale. Peut-être en France encore, on n'est pas aussi cette émergence, mais l'espace public espagnol, la rue, est très présente. 15 ans après la rue, après donc ça, c'était très important. Les outils informatiques ont commencé à apparaître à partir de les succès en juin. C'est un outil qui, bon, c'est pas pour tout le monde, mais quand même, il y a eu 120 000 personnes qui ont voté ce week-end. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que c'est pas non plus aussi difficile. Twitter, c'est vrai, c'est pas pour tout le monde, mais il y a combien de personnes dans l'internet? C'est beaucoup plus de 100 000 personnes. C'est un élément, c'est pas tout le monde. Je voudrais aussi ajouter que dans la discussion, et c'est vrai que c'est un constat aussi, ce film qui a bien mis les doigts sur des questions qu'on doit travailler. On a vraiment la digital divide, on l'a récent. Et d'ailleurs, les sondages sociologiques disent qu'on est presque première plus une partie en inversion directe des points dans tous les couches sociales, tous les classes d'âge, tous les classes d'âge, sauf celle qui est plus âgée de 65 ans, qui continue à voter traditionnellement. Majoritairement, la sociodémocratie, donc oui, non, il y a... Les PP votent pour le PP. C'est un mauvais jeu. Pas de discrimination. Non, c'est pour les classes. Ouais, on a parlé tout d'abord, je pense que je vais m'attarder tout de suite sur la participation des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose de nouveauté, mais je dis bien que le promoteur il a su très bien maîtriser aussi les top-down approach dans la communication. Donc, il y a beaucoup de percées dans la communication. Je pense qu'il n'y a pas un jour, qu'il n'y a pas deux leaders de Podemos qui sont pas dans la télé, dans les grands programmes de débat. Et ça, peut-être qu'en France, c'est pas tellement en Belgique, je pense que c'est la même chose. En Espagne, on n'était pas habitué à voir des politiciens dans la télé. Une chose qui est très bizarre et qui disent beaucoup de notre culture politique, mais on n'avait pas de politiciens dans la télé. Il y avait des journalistes qui augmentaient l'actualité, qui avaient les avis de partis politiques et tout, mais ils n'étaient pas des politiciens qui présentaient des candidatures. Par là, il y a des réponses. Marc, il voulait faire une réponse sur les choses des partis plus classiques. Je voulais répondre que, si bien c'est vrai qu'avec le nom de secrétaire général, ça fait l'air d'être un parti tout à fait classique. Et il faut. Les procès, comme ils ont mené la discussion au sein de Podemos jusqu'à l'Assemblée constituante,
c'était plus ou moins d'une façon plébiscitaire. Soit c'est Pablo Iglesias, le porte-parole, il avait dit comme ça, soit c'est mon projet politique qui sort en avant, soit je me mets à côté et je laisse que l'autre qui sortait mène la direction de Podemos. Finalement, la personne, ils ont voté pour que ce soit Pablo Iglesias qui dirige Podemos avec son projet politique. Et dans ce projet politique, eux, ils font beaucoup de remarques, c'est dans l'urgence de construire un parti politique pour gagner les élections l'année prochaine. Et alors, pour cette nécessité d'aller vite, justifie certaines choses. Voilà, on peut ou pas être d'accord avec ça. C'est que, comme ils ont construit ce débat, moi j'ai soutenu l'autre texte. Mais par contre, il ne faut jamais oublier que Podemos s'est vraiment constitué comme une expression politique de tous les mouvements sociaux qu'il y avait en Espagne, que c'était très très massif. Et car tout ça s'est condensé dans la figure d'une seule personne, comme ça, avec un charisme énorme. Et c'est les politiques européennes qui a plus de suiveurs sur Twitter, même plus que le président du Parlement européen, même plus qu'Angela Merkel. Alors, c'est un truc énorme de communication. Franchement, pour moi, ça pose une question démocratique aussi, de quelle sorte de débat on peut mener quand une personne a 600 000 personnes sur Twitter et dit « moi je vais voter pour ça ». Il a une audience qui vraiment n'est pas comparable avec les discussions qu'on peut faire dans un pays de ça. Mais bon, quand même, je crois qu'on est en train de construire ça, ils l'ont dit aussi comme ça, une machine de guerre électorale pour gagner les élections l'année prochaine en Espagne. Voilà, c'est une idée de... Par rapport à ce que tu disais aussi, c'est vrai ce que mon collègue Marc vient de dire, on a un leader très fort, on a un leader qui est vraiment puissant, mais pourquoi et comment on va faire pour ne pas être un parti... Devenir dans le futur. Devenir dans le futur un parti traditionnel. Dans la logique de Podemos, c'est complètement impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que la ligne principale de Podemos, c'est la participation directe des citoyens. Tu avais dit que la structure c'est plus ou moins similaire au Parti communiste. Je peux te dire oui, mais non. Pourquoi oui, mais non? Parce que dans l'Assemblée de l'État, tout le monde peut participer et toutes les candidatures ils sont complètement ouvertes à tous les citoyens. Et il y a un contrôle, il y a un organe que je n'ai pas dit avant, c'est un organe de contrôle démocratique, de la structure démocratique. Donc ça c'est l'ADN de Podemos, c'est le contrôle démocratique et la participation directe. Ce n'est pas la participation représentative comme on a maintenant, c'est exactement l'opposé. C'est les gens qui sont le pouvoir et le représentant qui travaille pour les gens. Et c'est les gens qui dictent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, à partir de là, on ne peut pas devenir, il y a un contrôle citoyen direct de tout ce qui se fait. Donc, c'est impossible de devenir un parti traditionnel où il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Tu ne comprends pas? Je vais donner 2 mots, mais super vite. Une petite phrase sur ça aussi. Une des choses que je crois aussi que c'est une chose très importante qui différencie des autres partis traditionnels. Normalement, c'est le droit à la révocation. Même en sortant comme ça, avec un 80% de soutien, les documents de Pablo Iglesias, c'est détaillé comment est-ce qu'on peut faire la révocation d'une des personnes dirigeantes de Podemos ou d'un des élus de Podemos. Il y a une procédure qu'on peut la commencer, le cercle dans la base, on le met sur Internet et qu'on arrive à 10% de la votation, on fait une votation généralisée sur Internet. Et aussi la limitation salariale. Ça, c'est la plus grande chose, le plus important pour éviter la bureaucratisation de tous les partis. Ici, notre eurodéputé touche
1950 €, que c'est 3 fois le salaire minimum espagnol. Et voilà, et c'est le maximum. Toutes les autres choses sont données pour des différents causes sociaux et tout ça. Et voilà. Il y a même Pablo Echenique, l'eurodéputé, il touche moins de salaire que quand il était chercheur scientifique. Hein. Mais c'est une des preuves de notre honnêteté, qu'en général, que vraiment, seulement de cet exemple, ils peuvent en apprendre de tous les autres parties. C'est une limitation. Ouais. Je voudrais bien toucher contre la parole à Natalia que vous avez dit. Et moi, je ne vois pas très bien la différence entre la structure de Podemos et la structure des partis traditionnels, parce que moi, c'est la première fois que je participe dans un parti politique. Et comme moi, je pense que la grande majorité des gens qui sont dans Podemos. Donc là, c'est une différence. Et la seconde, on a fonctionné les assemblées, ici en Belgique, mais partout le monde. Et en Espagne, on est 1000 assemblées déjà. Et ce sont les assemblées qui ont créé le parti, qui ont fonctionné de manière autonome jusqu'à maintenant. Et je ne vois pas comment la nouvelle structure pourrait diminuer l'autonomie qu'on a maintenant. Donc, voilà. Maxime, tu voulais commencer cette question? Très brièvement aussi, vous avez évoqué cet organe de contrôle démocratique et il est composé par qui, de qui et il fonctionne comment? Voilà. Donc on va continuer avec la parole et on va faire après on répond. Donc Estratos. Je me demande si vous avez des données sur la base sociologique de vos votants et de vos cadres, classe sociale. Et je me demande aussi si vous avez des données concernant les valeurs de ces gens, c'est-à-dire comment ils se définissent, des gauches, de droite, conservateurs, progressistes, et aussi des données sur les flux électoraux entre les partis. Donc vous prenez les gens uniquement au PSO et de la gauche, vous avez l'ouverture à la droite. Et accessoirement à ça, en fait, vous êtes très bien d'être contre le clivage gauche-droite, mais quand même, vous êtes de gauche. On ne peut pas nier ça. En tout cas, la majorité des vocats sont des gauches. Donc, je me demande comment, très pratiquement, vous vendez ça aux gens qui ne sont pas de gauche. Aussi, il y avait là. Vous avez déjà pris Marcel. Oui, donc voilà, moi j'ai 4 questions à poser à Podemos. Peut-être qu'il y avait des réponses parce que je suis arrivé en retard. Donc, Izquierda Unida fait un appel à la convergence. Donc je voudrais savoir quelle est la réaction de Podemos pour les prochaines élections. Première question. La deuxième, j'ai lu dans la presse que Podemos avait fait le choix d'un secrétariat, ici après la dernière assemblée. Donc de voir un petit peu comment ça va fonctionner. Au nom de l'efficacité, ce que je peux comprendre évidemment en tant que mouvement, surtout vu un peu les échéances, mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on va pouvoir conjuguer cette efficacité avec l'exigence de démocratie directe? Alors on a peut-être répondu, mais je vois un peu sur les sites de Podemos, je vois républicanisme, je vois anticapitalisme, mais je ne vois pas socialisme. Donc ça c'est quelque chose, donc comment est-ce qu'on peut émerger venant d'une structure anticapitaliste et ne pas promouvoir le socialisme de manière, je dirais par ricochet, mais un petit peu avoir votre sensibilité à l'égard de l'écosocialisme dont Vega, dont je fais partie, défend. Une autre question, c'est un peu vos relations avec les organisations syndicales aussi, donc voir si vous inscrivez dans la tradition des mouvements sociaux. Voilà. Et donc, on a une question. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Mais je crois qu'il faut prendre des questions en même temps, sinon vous allez je passe. C'est où? Quelqu'un d'autre? Je ferme comme ça parce qu'on doit passer aussi au parti de gauche et au BK. Donc la question
Comment est-ce que vous voulez répondre à la question? Moi, je voudrais répondre à la sociologie. Si quelqu'un a des... relation avec le syndicalisme. Les syndicalistes. Ça parle beaucoup à la droite quand on parle des corruptions, quand on parle des démocraties, des droits de l'homme, mais dans un sens large, dans un sens aussi des droits sociaux et économiques, quand on parle d'éducation publique, de santé. Donc c'est la manière où est-ce qu'on dise non mais arrêtez-vous, ne pensez pas que parce que vous êtes des droits, vous pouvez être pas pour la santé publique ou pour les droits à la santé. Parce que vous êtes des droits, vous n'êtes pas forcément contre l'éducation nationale. Ce sont des choses qu'on essaie de dépasser. Et sociologiquement, c'est vraiment quelque chose de très jeune, très universitaire. Et normalement, il y a une classe socio-économique assez poussée. Mais c'est vraiment quelque chose qui atteint la société. Mais aussi, je pense qu'ils ne sont pas des repères fondamentaux, parce que ça sont des percées qui on voit que c'est un parti majoritaire des sociétés. C'est un parti sociétal. Parce que la question c'est l'émergence économique et alors les gens ne réfléchissent pas dans des clivages qu'on pouvait avoir à l'ancienne. Et dans la question de l'axe gauche-droite, les gens se sentent un peu plus à droite que l'économie là, mais un point en deux temps. Les gens, normalement, ils font une réubication idéologique. Les votants, ils viennent des partis traditionnels, c'est aussi quelque chose que vous avez évoqué. Il y a des gens qui viennent des partis traditionnels, par exemple de la droite espagnole, il y a environ un du 17% déjà. Il y a 13% qui vient du centre libéral. Il y a un très grand excès des gens qui viennent de la social-démocratie, encore beaucoup plus. Les gens, c'est de l'abstention qui viennent à nous rejoindre, des jeunes, ceux qui n'ont pas voté avant. Donc, à la fin, on fait la sorte, en début politique, je pense qu'on a en général, et c'est difficile de dire nous en Podemos, mais mais c'est vraiment les gens qui viennent des différentes traditions différentes, ils se réubiquent et réapprennent les concepts politiques qu'on les lance et son situation idéologique devient plus à gauche. À la fin, notre auto-ubication, l'ubication sociologique à gauche n'est pas si différente que celle de la gauche, de l'économie, de la partie traditionnelle il y a plein de questions super intéressantes. Féminisme, un peu efficacité, syndicalisme, mouvement social, Nathalie. Ce qu'on a constaté en 2011, c'était qu'on tous étaient d'accord sur le fait qu'il y avait une crise économique, politique et institutionnelle. Donc, cette crise politique et institutionnelle était si grande qu'il comprenait aussi les institutions de gauche, y compris les syndicats. Parce que les syndicats nous sont trahis. Ça, c'est la conception qu'on a. C'est pas comme ici que les syndicats sont très populaires. Là-bas, ils ont même fait partie des scandales de corruption. On a des nouvelles de corruption. Ils sont d'accord avec les politiciens qu'on pense qu'ils sont en train de détruire ce pays. Et un exemple très clair, c'est qu'on a organisé le marche de la dignité en mars cette année. 2 millions de personnes ont marché jusqu'à Madrid. C'était la manifestation peut-être la plus importante des dernières années. Et quelques syndicats ont soutenu la marche, mais les grands syndicats n'ont pas participé. Et donc là, c'est la relation difficile qu'on a avec cette institution que devrait défendre le droit des travailleurs. Donc on ne les fait pas confiance en fait. Et je pense qu'on devrait trouver une manière de créer un nouveau syndicalisme parce que c'est très important. Et on fait qu'il y a des cercles de Podemos, les travailleurs, le droit des travailleurs, etc. Mais pas avec les syndicats qu'on a maintenant. Il y a aussi une question sur la convergence avec Théodore.
dans le principe qui vient d'être approuvé. Tout ça, ça vient d'être approuvé lundi. Okay? Donc, ça fait 2 jours qu'on a le texte, qu'on a reçu le texte. Il n'y a rien qui est déjà en marche. Dans le principe qu'on a approuvé, il y a une espèce de structure pour, qui fait référence exactement à ça, aux coalitions, surtout pour les élections municipales. Comment est-ce qu'on va garantir ça? Bon, comment est-ce qu'on va garantir la participation, par exemple, directe? Bon, ça c'est un des principes. Basiquement, si le groupe ils ne soutiennent pas la participation directe et l'élection de personnes, de n'importe qui, c'est-à-dire, c'est un peu difficile de le dire en français, que n'importe qui puisse se présenter aux élections, donc Podemos il ne va pas faire partie de ces coalitions. Donc il y a des conditions minimales pour faire des coalitions avec Izquierda Unida, ou Ganemos, ou Marea, ou n'importe quel mouvement. Donc voilà, il y a une ligne, basiquement, qui est approuvée avec des minimums à respecter si Podemos va rentrer en coalition avec les autres organisations. Et c'est comme ça qu'on va gérer ça. D'ailleurs, à Barcelone, la mairie, il y a les premières élections qu'il va y avoir en Espagne, c'est le municipal en printemps. Il y a beaucoup de grandes villes où ils sont en train de faire une fronde commune. Il n'y a pas les noms de Podemos parce qu'on met beaucoup plus de personnes impliquées, même des partis politiques, Izquierda Unida ou partis même nationalistes de gauche à Catalogne. On est en train de faire cette fronde pour arriver à gagner la mairie, gagner la ville. Donc c'est ça. Donc ça c'est le premier test pour dire oui, on peut être tous ensemble. Et dans cette coalition, il y a beaucoup de personnes qui viennent de la politique, qui sont très actives dans chaque ville, comme des acteurs sociaux qui sont mis beaucoup d'importance. Et il y a une chose que je ne sais pas, on ne dit pas qu'on n'est pas de gauche ou de droite. Si vous lisez la presse espagnole, on est de l'extrême gauche. On est terroriste, on est chaviste, c'est vrai que si on lit notre programme électoral pour toutes les propositions qui ont été envoyées à l'Assemblée pour être votées, c'est clairement ça c'est de gauche. Et on peut nous dire qu'on est trop naïf, mais ça c'est très 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 de gauche. Après on va voir comment ça évolue dans la vie pratique, mais vraiment, et c'est vrai, si maintenant on a une intention de vote majoritaire, ça veut dire qu'il y a 7 millions de personnes qui vont nous voter. Donc c'est sûr que les personnes plus engagées à Podemos sont de gauche, mais si on va avoir 7 millions de personnes derrière, là on va avoir une tas de personnes. Et ce qu'on a voir, c'est que beaucoup de personnes pas intéressées à la politique, ils se mettent de nouveau parce qu'il y a une émergence sociale. Et ça c'est la première chose qu'on doit faire. On doit changer une chose qu'on ne peut pas soutenir. Et Podemos c'est cette bombe. 2016 c'est trop loin, 2015. Il y aura les tanks dans la rue, avec Syriza, on aura aussi l'expérience de qu'est-ce que ça se passe quand on commence à dire non à certaines politiques européennes ou mais on va y aller là. Et c'est ça, on répète beaucoup, on veut gagner parce que vraiment, on ne peut pas rester contre. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans ce débat, on est gauche extrême, à la gauche, Izquierda Unida. Non, c'est une majorité d'Espagnols qui ont vu une situation qu'on ne peut pas plus. C'est évident, c'est ça. J'ai rien répondu, mais je m'exprime. Je te donne après. Je te donne facilement et tu réponds. Peut-être pour la commission de garantie, il y a une commission de garantie qui est élue par le Conseil citoyen de l'État. Normalement, c'est 5 personnes. Ça sera, parce que ça n'existe pas encore, ça sera 5 personnes, dont 2 juristes. Et ça doit, peut-être, je ne sais pas vous dire en détail, parce que ce n'est pas une réalité encore, c'est qu'est la structure. Ça doit garantir la participation
Et ça doit garantir les principes démocratiques. En même temps, il y a les principes de révocation. Je ne sais pas si révocation. Et le conseil de citoyens, il est élu comment? Il y a eu des listes ouvertes Qui a été élu à l'Assemblée? Non, on n'a rien élu. Maintenant, après l'Assemblée, on va commencer l'élection del conseil citoyen. Ils sont des listes ouvertes. Et alors, ça va être la direction de Podemos, à l'effectif, et de là-bas, à la fois qu'on va choisir le conseil citoyen, on va choisir le secrétaire général pour voix unique, tout le monde peut se présenter aussi, sont des listes ouvertes, tu vois. Et alors, une fois que ça s'est constitué, il y a aussi la possibilité de révocation des personnes mandatées au conseil citoyen et au secrétaire général. Et ça, c'est une nouveauté dans les partis classiques. Combien de personnes il y a dans le conseil du citoyen? Le conseil citoyen s'est composé pour 80 membres. 81 personnes. Voilà. Et les 1, c'est pour la représentation extérieure. C'est ça. Et c'est 60 personnes pour les élections des listes ouvertes. On peut présenter une liste de 1, 2, 3, 10, 60 personnes. Et après, il y a une personne, un représentant de chacune des communautés autonomes de l'Espagne, plus une personne, un représentant de secteur extérieur. Et après, si on veut destituer quelques personnes élues, il y a une procédure à faire. Mais ça suffit que 200 personnes signent pour lancer cette procédure et cette procédure commence. On rassemble 200 signatures. Alors, on met dans une des applications qu'on a racontées tantôt une file d'un débat que tout le monde peut voter. Quand cette votation arrive à 2% de toutes les personnes qui sont affiliées à Podemos, alors ça passe au site web et si ça gagne après un mois ou 2 mois, les 10%, on fait une consultation à tous les membres de Podemos, que tout le membre de Podemos c'est n'importe qui veut s'affilier à Podemos. Il suffit de ouvrir, s'enregistrer dans le site, c'est tout. C'est pour ça qu'on a presque 200 000 adhérés déjà. Et on ouvre une votation que c'est pour changer ou pas les membres de Podemos. Voilà. Et on est très intéressé aussi à voir qu'est-ce que font les partis de gauche, le front de gauche. Et, on répond tout de suite, ils vont avoir une présentation. Je pense qu'on peut donner déjà la parole à Simon Lavenu. L'Espagne, ça a pris un peu les similarités de la Belgique, parce qu'il y a des régions qui ont une volonté d'autonomie, voire d'indépendance, c'est pas le cas. Et j'aimerais tout savoir comment vous situez vis-à-vis de ça, parce que vous aviez une position, vous n'en aviez pas, ou alors comment est-ce que vous voyez le débat. Enfin voilà. Comment se situe l'autonomie, indépendante, on a l'espère. C'est plus une médiation par rapport à l'activité du marché. Je m'appelle Denis Zidane, je pratique les gars à Bruxelles. Je fais partie aussi d'un site marxiste indépendant qui s'appelle Avanti. Et je travaille au collectif sur les luttes contre l'inclusion. J'ai amené mon magazine ici, défense des chômeurs, des cadres sociaux, des mendiants, tout ça. Voilà, tout d'abord, je serai pour le retard, mais je suis en plein déménagement, j'habite en province. Une autre raison pour aller en retard. Je n'ai pas tout entendu, mais ce que j'ai entendu est vraiment passionnant. Et j'ai vraiment voulu venir avoir une bouche que là, parce que vraiment, je trouve que l'expérience pour les autres est passionnant et très agréable. Mais, c'est pas assez intéressant quand on commence avec les mails. Alors d'abord la question de comment avoir une démocratie interne au sein d'un mouvement, soit une démocratie vivante, réelle, semi-directe, parce que démocratie directe, tout le monde se transforme avec ça. Je crois que c'est très difficile, c'est un débat qui est aussi vieux que le mouvement ouvrier. Je crois vraiment que la première chose qu'il faut être conscient, c'est qu'il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de miracle. Ça se saurait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. On peut évidemment chercher, expérimenter, et on doit. Et aussi tirer des expériences, des expériences historiques, et notamment des ratages. Deuxièmement, sur la question de l'utilisation des TIC, des nouvelles technologies, etc., fracture numérique, j'en sais quelque chose. Moi j'ai constaté clairement les jeunes ça va, les vrais papis ça va, c'est plutôt ma tranche 50-60, ceux qui n'ont pas grandi avec et qui ont raté le cas. Mais même moi je m'accroche, et donc ça m'intéresse très fort que vous ayez des ateliers, etc. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Par contre là où je suis d'accord avec Gabon, c'est qu'une démocratie entre guillemets virtuelle, ça ne va jamais remplacer la démocratie avec des camarades en chair et en os. Ça je pense qu'on est tout à fait conscient.
Il n'empêche, de démocratie physique comme je disais. Mais il n'empêche que je pense que ça peut être très utile, notamment pour la question des distances. Je dis, moi je suis parti d'un site à Valty, il y a un camarade, moi je suis Otigné, un camarade de le compte, l'autre à Liège. Heureusement qu'on a des nouvelles technologies par rapport à ça. Et puis c'est vieux comme vous l'oubliez aussi. À l'époque où il n'y avait pas en politique, je veux dire les internationales, ils avaient des camarades dans toute une série de pays, il y avait des échanges et tout. Mais à l'époque ça se passait par la poste, voire par pigeon voyageur, et pourtant ils y arrivaient. Maintenant ça ne remplace pas, mais ça peut être utile, sans parler de la question des exilés. Sans parler de la question des exilés, des camarades qui étaient dans la diaspora et tout. Donc moi je trouve qu'effectivement, de ce point de vue-là, cette expérience est très intéressante. Juste encore deux choses. Moi, il y a quand même une chose qui me fait peur, c'est des mouvements qui ont la conviction qu'ils ont trouvé la pierre philosophale sur comment éviter la bureaucratie, le manque de démocratie, etc. Encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait un système idéal, on ne va pas tout le temps chercher par rapport à ça. Entendre dire, on a dans notre ADN la volonté de la participation, ça ne me convainc pas du tout. La social-démocratie, historiquement, fin du 19e, il y avait des partis avec des parlementaires qui étaient extrêmement contrôlés. Ils avaient dans leur ADN l'internationalisme, le refus de la guerre. On vient de fêter les 100 ans de 14, on avait commencé parti en moins de 20 ans, plus dégénéré. Donc seulement dit, ça fait partie de notre ADN, c'est dans nos statuts. Moi, ça ne me convainc absolument pas. Et deuxième exemple, c'est la bureaucratisation en Russie après la Révolution, où au fur et à mesure qu'il y a la bureaucratisation, les révolutionnaires sincères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire une sélection des cadres selon leurs vertus. Il fallait avoir des cadres très vertueux. Effectivement, des gens qui donnaient tout leur salaire, des gens qui... Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a encore renforcé la bureaucratie, parce qu'effectivement, il y a une espèce de méritocratie, il y a des super militants par rapport aux autres et tout. Je ne dis pas que ces méthodes ne sont pas utiles et nécessaires, mais quoi, on va sélectionner les meilleurs, sur quels critères? Pour moi, ça c'est extrêmement subjectif. Donc j'en termine en disant, bravo pour votre expérience, il faut essayer, je crois que c'est possible, mais c'est avant tout une question politique, et croire qu'on peut résoudre, la question de la bureaucratisation, croire qu'on peut résoudre une question politique par des méthodes purement techniques et administratives, c'est exactement la mentalité du bureaucrate. Donc c'est utile, mais la solution fondamentale, elle n'est pas. Si vous êtes dans un pays qui est asphyxié, vous pourrez être aussi démocrate que vous voudrez, eh bien effectivement, votre parti va dégénérer, comme la plupart des partis ouvriers sincères de l'État, y compris anarchistes en Espagne, tout, on finit par dégénérer. Je ne voudrais pas un petit mot pour les camarades de Félita qui ont minoré. Ils ont fait une remarque, c'est bien qu'il y a encore un parti en Europe qui est premier au sondage. On n'est plus seul. Et de l'autre côté, par rapport à ça, comme il y a des élections qui approchent, quel est le processus d'élaboration du programme? Et si c'est fait par Internet, cette plateforme, c'est un autre processus. Donc il y a plein de questions. Je ne voudrais pas vous envoler le temps à partie de gauche et légal. Je suis vraiment désolé. On peut résoudre ces questions à la fin. On fera un tour très vite, nous pour répondre. Donc la question de la maintenance, très rapidement. En fait, comme ça, à niveau des problèmes à Madrid, ils n'en parlent pas. Ils les demandent directement qu'est-ce que tu crois sur les processus d'indépendance de Catalogne, alors disons que c'est vrai, on est pour les droits de choisir chacun dans son territoire la politique qu'on veut. Alors c'est un droit comme les droits de l'homme, inaliénable, et voilà. Mais officiellement, ils ne sont pas pour l'indépendance de Catalogne. Disons qu'on veut construire une Espagne où la Catalogne soit confortable et il aura envie de rester. Par contre, Podemos à Barcelone, ils ont fait le débat et ils ont décidé de soutenir le référendum et d'aller voter oui. Alors voilà, c'est un peu... Donc il n'y a pas de position officielle. Vale. Ouais. Je peux poser la question parce que on va vous poser la question l'année prochaine. Oui, mais la question est posée. Je crois que il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont le droit à l'autodétermination, mais dès que Podemos c'est un mouvement complètement pluriel et de base, il y a énormément de différences. Du coup, on ne peut pas aujourd'hui vous dire oui, on est pour ça, pour ça. Donc, sur la question numérique, bon, je suis les passionnés du numérique, donc
je dois réagir à vos propos. Je dois dire que c'est pas l'outil, ça ne fait pas la fonction. C'est au contraire. La démocratie, c'est quelque chose de très essentiel, mais avec des outils super performants qui nous connectent en masse, qu'on peut participer dans l'Assemblée, parce qu'il y a des gens de la levée de Sénat et de Madrid. C'est vraiment quelque chose qui n'était jamais au rendez-vous. Pour moi, une des choses qui m'a fait claque, qui m'a dit, c'est vraiment l'outil, c'est pas les marteaux, c'est les symboles de la révolution pour moi, les nouvelles technologies, c'est que je passais les cancers à Paris. Et on s'est fait bloquer, et la police a commencé à nous embarquer pour aller nous renvoyer dans la station de police. Il y a eu 20 camarades qui ont été arrêtés dans les cancers à Paris, qui ont parti des Donc, ça s'était passé à 15h dans le dimanche. À 16h, à Madrid, au 15e, sans aucune structure, personne n'avait appelé, personne n'avait dit fait quelque chose. 6 heures plus tard, des gens ils ont fait une manifestation silencieuse, devant l'ambassade française à Madrid. Et ça, c'était quelque chose qui personne n'avait organisé. C'était à travers les réseaux sociaux, quelqu'un avait vu, je ne sais pas, je demande à qui. On s'est mis tous ensemble pour faire une réponse comme ça dans un autre pays. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé pour la vie. Je dis, on est dans une nouvelle dimension qu'on ne croyait pas. Alors, je dis, le moment à ça, c'est oui, on peut faire la guerre avec des pistolets, c'est bien, mais si on a la bombe atomique, pourquoi on ne va pas faire la révolution avec... J'ai vu des métaphores bellicistes, je suis vraiment désolé. Non, mais je veux dire... bon, la métaphore n'était pas la plus correcte, mais je vais dire, si on a la bombe ultra-démocratique et on a des petites comment est-ce qu'on dit, des petites tracts, on va utiliser la bombe ultra-démocratique, non? Donc, et en plus, c'est tic, non? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose. C'est pas... Et beaucoup de gens, ils attaquent beaucoup le numérique parce qu'ils pensent que c'est le numérique qui nous fait. Non, non, c'est au contraire. Le numérique, il est là, on l'utilise pour participer. C'est ça. Pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Et je pense que c'est vrai, il y a la question de la digital divide, c'était la brèche numérique, on dit. Oui, oui. Brèche numérique. Il est là, mais par exemple, nous, on a le 1er novembre, vous êtes invités en formation sur les technologies de la participation. Donc, vous êtes les bienvenus. Normalement, on a l'espace Mars. C'est normalement conduit en espagnol, donc ça va être en espagnol. Mais pour les gens qui veulent essayer d'apprendre l'espagnol, ça peut être un truc magnifique. Une participation espagnole ensemble. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Je voudrais remercier. ADN. Non, mais pour faire au niveau de l'ADN dont M. parlait par rapport à la Belgique, je pense qu'effectivement il y a une différence assez importante que moi je constate en vivant avec l'espagnol. Je constate qu'il y a ce côté de participation qui en Espagne, les espaces démocratiques de la rue en priorité, les espaces démocratiques virtuels en second, qu'on n'a pas du tout ici en Belgique parce qu'il y a une mentalité individualiste beaucoup plus poussée en Belgique, et donc je trouve que ce que moi je trouve formidable chez Podemos, je ne suis pas sûre que ce soit par Vega, par n'importe quel, les écolos et autres, sur la base on se ressemble, sur le fond et le fonctionnement on n'a pas ça en nous, et même les réseaux sociaux ne fonctionnent pas. Alors les marques dont vous parliez, moi je trouve ça extraordinaire, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible ici en Belgique, et voir comment alors on pourrait éventuellement transformer. Ne fût-ce que on aurait décidé de ne fût-ce que le climat fait que les gens ne sortaient pas dans la rue, dans des lieux publics pour discuter et refaire le monde. Ça ne se fait pas. On se promène à Madrid, à Barcelone, on voit des groupes de personnes dans la rue, on s'arrête, on écoute forcément parce qu'on est dans la rue. Et ça, je ne sais pas comment on peut faire, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse très fort.
On a quand même les cafés. En Belgique, il y a le café. Mais oui, mais On a un banque. elle a justement quels sont les espaces que l'on peut avoir de rassemblement spontané en Belgique ou même en France, dans le nord de la France. Quels sont-ils? Ce sont des questions que je pose. Peut-être on peut garder ça pour la partie sur le regard. Ouais, je pense qu'on peut continuer le débat, les réflexions plus larges. Après, je voudrais donner un petit